Je suis Justin Mabaka de DIR-TV. On ne peut pas boucler cette quinzaine sans évoquer cette question ou l'opération lancée par la Direction générale de la sécurité présidentielle pour éradiquer ce phénomène dit Koulouna. Le président de la République est revenu sur cette question, ce que j'appellerais une mise au point. Et quelques jours seulement, nous avons vu les organisations non gouvernementales se monter au créneau, brandir l'effigie, droits de l'homme et les différents accords signés par la République. Que répondez-vous à ces organisations non gouvernementales sur cette opération, je vais le dire, bien appréciée par les Congolais? Alors, vous évoquez l'opération dite Zéro Koulouna qui a démarré depuis quelques semaines dans notre pays. Je me rappelle de notre première quinzaine de l'année 2025. Je crois que 2 d'entre vous avaient posé au ministre de la Communication et des médias. Les 2 questions portaient en gros sur la persistance du phénomène Koulouna et même son augmentation en termes de malfaisance, de nocivité, et puis d'après les questions qui avaient été formulées le 4 janvier, si je ne m'abuse, c'était en gros de dire le gouvernement a mis en place des opérations, coup de poing, ceci, cela, et une sorte d'impuissance du gouvernement de la République à gérer ce phénomène et à le réduire depuis tout ce temps-là. Je me rappelle de ces questions, il faut quand même les poser, et l'une de ces questions avait même chuté: à quand un véritable plan, une véritable opération qui soit enfin efficace? Eh bien, nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes pourquoi? Je crois que le président de la République l'a rappelé. Je ne vais pas reprendre ces mots. Je vais simplement apporter 2 ou 3 indications complémentaires sur le sujet. La première réflexion complémentaire, elle est la suivante. Les Koulouna dont nous parlons étaient arrivés à un point où l'État voyait échapper à son contrôle une partie du territoire de la République. Il y avait des zones de non-droit que nos compatriotes subissaient dans leur chair. Quitter une veillée pour rentrer chez soi devenait un parcours du combattant, devenait même un risque, un péril pour la vie. Donc fallait-il continuer à laisser ce péril monter de plus en plus, ces gens monter de plus en plus en malfaisance et en assurance de leur malfaisance en se disant plus on en fait et plus on est libre et on nargue l'État sur les réseaux sociaux. C'était ça la réalité. Qui ne se souvient pas d'avoir entendu, lu, vu avec effroi, avec frayeur, avec un désarroi important, ces images atroces où on voit par exemple une jeune dame enceinte éventrée par des bébés noirs. Voilà. On ne parle pas d'enfants des agneaux, on parle de grands bandits. C'est ça, des bébés noirs, c'est des grands bandits. Le grand banditisme, c'est cela, c'est pas autre chose. Ah oui, non, que des machettes, donc c'est pas grave, c'est des petits voyous. Non, c'est du grand banditisme. Et de la barbarie, quand on éventre une femme enceinte, et que donc vraisemblablement, je n'ai pas la suite, mais il est vraisemblable que la pauvre dame n'a pas dû survivre. Et comment donc ? Voilà. Bon, c'était ça la réalité. Donc, la perte de zones entières dans nos quartiers, dans nos villes, où l'État perdait le contrôle du territoire, les conséquences pour la vie quotidienne de nos compatriotes qui ne pouvaient plus vaquer tranquillement à leurs occupations parce qu'ils étaient, soit on leur vole un téléphone au mieux, soit au pire, ils se font blesser sans raison. Y a-t-il eu un rapport de ces ONG à ce moment-là pour dire combien la barbarie des bébés noirs devenait intolérable? Il n'y en a pas eu. Ah, ils sont toujours prompts à venir attaquer l'État quand l'État prend des mesures, vous l'avez dit vous-même, des mesures qui aujourd'hui soulagent les populations et des mesures donc populaires. Des mesures populaires parce que les Congolais en avaient marre. Et le président de la République qui est comptable de l'avenir de nos compatriotes, qui est le père de la nation,
a pris cette décision salvatrice qui consistait à dire les deux éléments principaux de la force publique en la matière, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, n'y suffisant plus, il fallait donc y adjoindre un autre corps de la force publique, parce que, contrairement à ce que certains, disons, juristes nous disent, la DGSP est un élément de la force publique. Je vous lirai d'ailleurs le décret, les extraits du décret qui organise et permet le fonctionnement de la Direction générale de la sécurité présidentielle tout à l'heure. Cela pour expliquer en quoi l'opération, telle que l'a rappelé le président de la République il y a quelques jours, est une opération régulière, conforme à nos textes. Fallait-il que l'État continue à laisser ces bandits, ces grands bandits agir de la sorte? Parce qu'à un moment donné, on serait passé probablement de la machette à l'arme à feu, et puis ensuite à l'arme lourde. Et nous avons vu, nous voyons des exemples où les gangs, c'est-à-dire les groupes de bandits, ces gangs ont fini par dominer l'État, à prendre le dessus sur l'État, à devenir plus puissants que l'État. Je crois que, sans que je fasse un impair diplomatique, mais je crois qu'on peut tous rappeler l'exemple malheureux de la République sœur d'Haïti, première république noire d'ailleurs de l'histoire du monde. À Haïti, aujourd'hui, le pays est désorganisé parce que les gangs, donc leurs bébés noirs à eux, ont dominé l'État. Donc fallait-il que nous laissions la situation arriver à ce point de bascule où on serait passé de la machette, qui est déjà un acte barbare, à la possession et à l'utilisation d'armes, d'armes létales, encore plus létales que les machettes et autres armes blanches, et puis pourquoi pas un jour des armes lourdes pour concurrencer l'État et le dominer. Non, le président de la République, chef suprême des armées, commandant en chef de la force publique, parce que c'est cela la réalité administrative et juridique, a pris cette décision parce qu'il fallait éviter que nous en arrivions à ce moment de bascule. Et je crois, aujourd'hui, vous êtes des journalistes, faites des micro-trottoirs. Vous en faites souvent sur des questions qui tendent à mettre, excusez-moi l'expression, l'État en difficulté ou le gouvernement en difficulté. Faites-les aussi quand les choses sont bien faites. Elles sont bien faites parce qu'aujourd'hui, nos compatriotes sont soulagés et peuvent désormais vaquer à leurs occupations. Tout le monde voit que le soir, il est aujourd'hui possible d'aller à une veillée, d'en sortir en étant serein. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, on peut aller manger au restaurant à une certaine heure, en ressortir et rentrer chez soi serein. Tout le monde sait que nos jeunes qui vont effectivement et viennent, parce que ce sont souvent nos jeunes qui sont des noctambules, eh bien, tout cela se passe de manière plus ou moins tranquille et sereine grâce à l'intervention de la Direction générale de la sécurité présidentielle qui s'est ajoutée aux autres corps de la force publique. Alors, nous entendons aussi parler du cadre juridique. Alors, de ce point de vue-là, je me permets de préciser une chose. J'ai lu de ci, de là dans les réseaux sociaux qu'on citait le décret de 2009 qui fixait à l'époque les prérogatives et les axes de compétences de la Direction générale de la sécurité présidentielle. Non, ce décret a été remplacé par un décret beaucoup plus récent, qui est le décret 2025-390 du 18 septembre 2025, donc assez récent, un décret qui a été pris avant le déclenchement de l'opération Zero Kuluna. Ce décret portant attribution et organisation de la Direction générale de la sécurité présidentielle. Ce décret nous dit dans l'article 1er, la Direction générale de la sécurité présidentielle est un organe technique du ministère en charge de la sécurité qui assure la sécurité du président de la République, de sa famille, de ses hôtes et de ses biens. Cela pour répondre au fait que la DGSP n'est pas un corps externe à la force publique, une sorte de garde prétorienne, comme on disait sous la Rome antique, mais une unité régulière de la force publique.
En ce qui concerne toujours à l'article 1er ces prérogatives, je vous en lis 2 ou 3 qui sont en rapport avec notre objet. Elle a notamment pour compétence de lutter aux côtés d'autres forces de sécurité contre toute menace visant la stabilité des institutions, l'intégrité physique des personnes et leurs biens, ainsi que la sûreté et la sécurité nationale. Elle est chargée également de contribuer en permanence au rétablissement de la sécurité et de la paix civile au plan national. Enfin, elle est chargée de participer au maintien et au rétablissement de l'ordre public en cas de nécessité, de participer en cas de besoin aux côtés des autres forces de sécurité, aux opérations de sécurité publique, de tranquillité publique et de sécurité publique. Nous avons là les éléments juridiques qui encadrent l'opération actuellement menée, pas seulement par la DGSP, mais par l'ensemble de la force publique. Parce que l'intervention salvatrice de la DGSP a permis, disons, d'accélérer la résorption du problème, mais les autres forces ne restent pas l'arme au pied en disant « bon, la DGSP agit ». Et d'ailleurs, vous avez entendu, monsieur le procureur de la République de Brazzaville, au début de l'opération, qui a parlé. Tout cela est encadré.